Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les électeurs appelés aux urnes ce lundi au Togo dans le cadre d'un double scrutin. Après plusieurs reports, le pays a organisé ses élections législatives et régionales. Un scrutin aux enjeux importants pour le parti au pouvoir après l'adoption d'une nouvelle constitution. Un programme pour développer les collectivités locales avec l'appui du secteur privé, c'est l'initiative entreprise par EIC Corporation en Côte d'Ivoire. Un projet qui cible dans un premier temps 70 villages. Et puis l'affiche de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, finale qui sera disputée les 18 et 25 mai par l'US Tunis et Al Ahly, les Égyptiens qui aspirent à décrocher leur 12e sacre. Mais tout d'abord, la visite en France du président congolais Félix Tshisekedi. Le chef de l'État est arrivé ce 29 avril à Paris. Une visite officielle de 2 jours, axée notamment sur de nouvelles perspectives de coopération économique entre les deux États. Des opportunités d'affaires qui seront présentées le 30 avril lors d'un business forum République démocratique du Congo-France. Au programme de son séjour également, une rencontre avec les députés et sénateurs français était organisée ce lundi. Un entretien avec son homologue Emmanuel Macron est aussi prévu ce mardi. Les deux dirigeants devraient échanger autour de la crise sécuritaire qui persiste à l'Est. Dans l'actualité également, retour sur ce jour de vote au Togo. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce 29 avril pour élire leurs députés et conseillers régionaux. Un double scrutin qui se tient dans un contexte politique tendu. Le 19 avril, les députés ont adopté une nouvelle constitution en seconde lecture. Un texte vivement contesté par l'opposition qui fait basculer le régime présidentiel en un régime parlementaire. D'après ce texte, le président de la République n'aura qu'un rôle honorifique. Il sera élu par le Parlement pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le pouvoir exécutif sera entre les mains du président du Conseil des ministres, désigné par l'Assemblée nationale sans limitation de mandat. Ces élections sont donc cruciales pour le parti au pouvoir qui entend conserver sa majorité. Écoutons à ce propos Kerwin Maïzo, analyste politique. Le principal enjeu que les observateurs vont scruter pour les élections législatives au Togo, c'est le taux de participation. Ce sont des élections qui se déroulent dans un contexte bien particulier après les changements de régime qu'a induit le changement de constitution. Le Togo est parti d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. Et le deuxième enjeu, ça sera que ce Parlement qui sera issu de ces élections sera le premier Parlement à avoir des pouvoirs exorbitants qu'induit un régime parlementaire, dans ce sens que c'est un Parlement qui va élire le président de la République prochainement, et ensuite les coordonnateurs du Conseil des ministres qui aura des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs qui ressemblent au pouvoir d'un président de la République. Et on verra si c'est un Parlement qui prendra des risques pour faire évoluer politiquement, économiquement et surtout sur le plan législatif le Togo. L'actualité, c'est aussi le Tchad qui se prépare à l'approche de la présidentielle du 6 mai prochain. Plusieurs candidats sont en lice, dont le Premier ministre Succès Masra, le leader des transformateurs, qui est allé à la rencontre de ses partisans le 28 avril dans la ville de Moundou, située au sud. Un meeting durant lequel il a appelé ses militants à photographier les procès-verbaux du scrutin. Un appel qui a fait réagir l'Agence nationale de gestion des élections. L'institution interdit la prise de photos des procès-verbaux puisqu'elle n'est pas prévue par le code électoral. L'agence craint que la publication de ces photos perturbe l'ordre public. Pour les transformateurs, l'idée est surtout de respecter le principe de la transparence des élections. Les observateurs, quant à eux, dénoncent une volonté de verrouiller le scrutin. Le secteur du commerce électronique continue de croître au Kenya. D'après l'autorité de la concurrence, les revenus engendrés par ce secteur pourraient atteindre 28 milliards de shillings d'ici 2027. Qui dit augmentation de revenus, dit nécessairement augmentation d'acheteurs en ligne. D'ici 3 ans, le nombre de Kenyans qui achètent des produits alimentaires en ligne pourrait se chiffrer à 10,5 millions. Mildred Diamou. Le marché du commerce électronique est en plein essor au Kenya. Dans le pays, la pénétration du e-commerce devrait atteindre 53,6% d'ici 2025,
selon un nouveau rapport de l'autorité de la concurrence du Kenya. Le rapport publié le 25 avril 2024 indique que les revenus générés par le secteur devraient augmenter chaque année à un taux de 19,15% pour s'établir à 28 milliards de shillings, soit 208,2 millions de dollars d'ici 2027. On passe vraiment aujourd'hui à une forme de digitalisation avancée. Je pense que ça devrait continuer encore à se développer, d'autant plus qu'aujourd'hui, à travers les différentes plateformes qui existent, la connexion qui est assez fluide dans ces pays et justement le fait que aujourd'hui tout le monde possède des cartes bancaires. En 2020, la pénétration du commerce électronique au Kenya était estimée à 40,3%. Dans le pays, la vente en ligne de produits alimentaires et d'épiceries principalement entretient le e-commerce. Le rapport de l'autorité de la concurrence du Kenya estime que 9,3% des Kenyans se procuraient de la nourriture et des produits d'épicerie en ligne en 2023. Ce chiffre devrait atteindre 16,7% d'ici 2027, soit l'équivalent de 10,5 millions de consommateurs selon le rapport. Il y a une forte pénétration des banques dans ces pays-là, donc je pense que cela va encore plus faciliter le développement du e-commerce, notamment le commerce de vente alimentaire. La croissance rapide des achats de produits alimentaires et d'épiceries en ligne au Kenya s'explique notamment par le besoin accru de services de livraison pratiques et compétents. Le marché de l'alimentation et de l'épicerie en ligne a connu une progression dans le pays avec le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. En matière de réglementation régissant le commerce électronique, le Kenya dispose notamment de la loi sur la protection des données et de la loi sur le droit d'auteur de 2019. Rappelons qu'en décembre 2023, le Kenya a lancé une stratégie nationale de commerce électronique afin de renforcer sa position de leader en matière du numérique en Afrique. Développer les collectivités locales avec l'appui du secteur privé, tel est l'enjeu d'un programme initié par le UIC Corporation en Côte d'Ivoire. Pour une phase d'expérimentation, 70 villages ont été ciblés. Le projet sera notamment piloté par des entrepreneurs. Reportage de notre correspondante Marie-Roger Kouao. En Côte d'Ivoire, et comme partout dans le reste de l'Afrique, le développement des collectivités locales est un enjeu majeur. Malgré les difficultés liées à son développement, les collectivités locales peuvent compter sur l'apport du secteur privé dans l'atteinte de ces objectifs. L'organisation panafricaine EIC Corporation, avec son programme de mise en place de communautés économiques solidaires dans le monde rural, vise la création de communautés économiques et socio-culturelles au sein des territoires ivoiriens et africains. Et l'objectif, c'est de créer du développement local, et accompagner localement par nos moyens, par de l'appui financier aussi qu'on va pouvoir mettre en place dans ces régions, créer des modèles, voilà, inspirer aussi des jeunes, voilà, penser localement. Donc c'est tout un défi pour cette génération. Avec sa contribution de 75,8% au produit intérieur brut ivoirien entre 2016 et 2021, le secteur privé joue un rôle central dans le développement des collectivités locales, mais également dans le développement économique du pays. En 2021, les entreprises privées ont participé à hauteur de 34% aux recettes fiscales. Ces politiques favorables contribueraient activement à la réduction de la dette publique. Le secteur privé est essentiel. Le secteur privé doit prendre le relais de tout ce que la puissance publique fait. Aujourd'hui, vous avez évoqué le taux de dette sur PIB. Effectivement, la norme est à 70%. Il ne faut pas que nous l'atteignions. Donc le relais naturel, c'est le secteur privé qui est le seul véritable secteur créateur de richesse, le seul secteur qui va devoir prendre le relais de la puissance publique, c'est évident. Le programme de développement local initié par EIC Corporation sera en expérimentation dans 70 villages et autopiloté par des jeunes leaders, entrepreneurs et rôle modèles pour la communauté au parcours exceptionnel. Ce programme bénéficiera de l'apport du secteur privé dans les innovations technologiques et des pratiques commerciales avancées. Le Congo poursuit ses efforts pour développer son secteur numérique. Le gouvernement a entrepris à cet effet une importante politique d'infrastructure. En février dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso avait inauguré un data center à Pointe-Noire, une nouvelle installation qui aurait coûté plus de 3 milliards de francs CFA. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Eva Panzou.
La République du Congo s'est lancée dans une marche vers sa souveraineté numérique en inaugurant son data center situé dans la capitale économique Pointe-Noire en février 2024. La connexion au câble à fibre optique Tout Africa démontre à suffisance l'enjeu de la construction des infrastructures afin d'accélérer les performances numériques et d'arrimer le pays à l'économie numérique. Une importante politique d'infrastructure initiée par le président de la République depuis une vingtaine d'années. Nous venons récemment d'inaugurer le second câble sous-marin et la seconde connexion au réseau mondial avec le câble de Meta, autrement dit Facebook, qui s'appelle Tout Africa. Et je pense que dans l'avenir, dans les années qui viennent, ces câbles se multiplieront. Nous avons reçu, installé, implémenté des data centers qui vont permettre de renforcer notre souveraineté numérique. L'ambition du gouvernement congolais, c'est aussi de permettre aux jeunes congolais de profiter davantage des bienfaits de l'accès au numérique. Le 17 avril 2024, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, a lancé les travaux de construction des points d'accès Wi-Fi dans les 2 universités publiques où les étudiants pourront se connecter gratuitement dans les prochains mois. Nous avons un écosystème qui tend vers l'accélération du processus d'inclusion numérique. Il y a la mise en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois, du projet d'accélération de la transition numérique qui est mené avec la coopération des partenaires que sont la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement et qui va permettre à nos compatriotes, notamment les plus jeunes, dans les universités, dans les centres de formation, d'avoir accès à une connectivité qui soit de bonne qualité. Les acteurs du numérique de la République du Congo, qui contribuent également au développement du numérique, continuent à sensibiliser les décideurs sur les opportunités à saisir à l'ère de la digitalisation. Notons que les autorités congolaises ont mis en place une politique qui paraît la plus adaptée aux besoins de la population. Dans l'actualité sportive, à présent, Al-Ahly parviendra-t-il à décrocher un 12e sacre? Le club égyptien s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF en s'imposant 3-0 face au TP Mazembe lors du match retour. Pour conserver son titre, les Égyptiens devront se défaire de l'ES Tunis. Joël Ballot. L'affiche de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2024 est connue. Al-Ahly défendra son titre face à Espérance de Tunis. Les Égyptiens ont décroché leur place pour la finale en s'imposant confortablement face au tout-puissant Mazembe 3-0. 11 fois champion d'Afrique. Al-Ahly est à la quête d'un 12e titre, le 4e en 5 ans. Déçu forcément par le score, je pense que ce match ne méritait pas de finir à 3-0. Déçu parce que vous savez, en Afrique, je pense, si on veut vraiment avancer, il faudra que les arbitres soient sérieux. Parce que dès le début du match, on a vu qu'il arbitrait dans un sens. Et ça, vous savez, nous sommes des êtres humains et ça décourage, ça déconcentre. Et je pense qu'il a joué un rôle très négatif dans ce match et Al-Ahly n'a pas besoin de ça. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de l'arbitre pour gagner. Face aux champions en titre, Espérance de Tunis, son rival historique. Opposé aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Tunisiens se sont imposés 1-0, validant paisiblement le ticket pour leur 9e finale, la première depuis 2018. Il faut rappeler que dans l'historique des duels opposant les deux équipes, Mamelodi Sundowns ne s'est jamais imposé face à Espérance de Tunis. Les joueurs de l'Espérance de Tunis ont eu 2 ou 3 occasions similaires au but marqué. Nous avons fait de notre mieux contre une équipe très expérimentée dans cette compétition. Maintenant, il est temps pour moi de me rapprocher des joueurs, car ce sont eux qui nous ont amenés jusqu'ici et permis d'être l'équipe que nous sommes. Al-Ahly, tenant du titre, va disputer sa 17e finale de la Ligue des Champions de la CAF, la 7e lors des 8 dernières éditions, pour ajouter un 12e trophée à son palmarès. La finale aller aura lieu le 18 mai à Tunis. Le retour est prévu une semaine plus tard au Caire, le 25 mai 2024. En 18 duels, rappelons que Al-Ahly s'en sort avec 11 victoires contre 3 pour Espérance de Tunis, avec 4 résultats nuls. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.